Je vous propose d'entamer cette journée qui va être bien remplie. Voilà, je suis ravie d'ailleurs de vous voir tous ici, que vous ayez pu arriver à bon port malgré la chaleur étouffante de la semaine dernière. Donc pour cette journée sur la mise en œuvre d'Horizon Europe, nous allons avoir un petit mot d'ouverture juste avant pour des petites choses pratiques. Voilà, vous rappelez, si jamais vous ne disposez pas du ROAM, que vous avez des codes Wi-Fi ici, si vous ne pouvez pas vous passer de votre boîte mail, je comprends, moi aussi je suis accro. Voilà, et je remercie, on va le faire de nouveau, donc les 2 personnes qui sont venues de la Commission européenne aujourd'hui ce matin, voilà, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Martha Aparicio et Stéphane Ndong, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Et puis je remercie du coup Nathalie Boulet-Laurent qui va faire ce mot d'ouverture de cette journée, notre chef du département accompagnement des opérateurs de l'ESR. Merci Nathalie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais être relativement brève parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à voir et qui vous intéressent. Donc, en tout cas, c'est un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement, qui est un événement tout à fait exceptionnel. Il a été co-organisé par le Centre commun d'implémentation de la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne et par le PCN juridique et financier. Et pourquoi je dis exceptionnel ? Eh bien, c'est parce que c'est la première fois depuis le lancement d'Horizon Europe, que nous recevons à Paris les représentants de la Commission afin de pouvoir échanger directement avec vous sur les enjeux opérationnels de ce programme qui est quand même un programme phare puisque avec ses 95,5 milliards d'euros, Horizon Europe, c'est bien plus qu'un programme de financement, c'est un outil central qui permet à la recherche de transformer ses résultats en innovation concrète dans des domaines extrêmement variés tels que la santé, la transition écologique, ô combien importante par ces derniers, qui a montré ces derniers jours à quel point c'était tout à fait essentiel, mais aussi dans le domaine du numérique et les enjeux sociétaux que l'on n'oublie bien évidemment pas. Donc aujourd'hui, vous allez décrypter ensemble les clés de la mise en œuvre du programme avec des sujets concrets et stratégiques pour vous, les bénéficiaires, ceux qui accompagnent aussi. Donc les sujets qui vont être abordés vont être autour de la simplification, notamment avec les lump sum, la gestion, le reporting des projets, les audits et le contrôle, l'exploitation, la dissémination des résultats, le portail des offres et financement. Donc évidemment, on ne peut pas faire une introduction sans dire que c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir, les 2 experts de la Commission européenne qui vont rester avec nous jusqu'à demain. C'est vraiment merci infiniment. Votre expertise est précieuse. Et juste un petit mot pour vous les présenter. Donc Stéphane Ndong est le Chief Data Officer de l'unité Funding Programs Business Architecture. Et ça fait 19 ans d'expérience sur les programmes cadres et il a piloté des chantiers majeurs sur la gestion des subventions, stratégie de valorisation, préparation des programmes. Donc son éclairage, il sera tout à fait essentiel pour comprendre l'évolution en cours et puis les leviers actionnés. Donc merci infiniment Stéphane. Et puis Martha Aparicio, qui est Legal Officer of Common Legal Support Service. Et Martha accompagne les bénéficiaires sur toutes les questions juridiques de la signature des conventions de subvention jusqu'aux audits ex post, y compris les dossiers OLAF. Et elle nous aidera à démystifier les aspects légaux et à sécuriser vos projets. Alors voilà, vous avez bien compris, puisque vous êtes nombreux ici, ça prouve à quel point cet événement était attendu et que on a eu quelques petits désistements, mais globalement une grande motivation à participer, parce que vous aviez bien conscience de l'importance de ces 2 journées. Pour comprendre les attentes de la Commission et les nouvelles règles, et puis partager vos retours d'expérience et vos besoins concrets. Donc voilà, je vous souhaite d'excellents travaux. Malheureusement, moi, je ne vais pas pouvoir rester avec vous. C'est un grand regret parce que j'imagine à quel point les échanges vont être riches. Donc je vous souhaite d'excellentes journées. Merci encore à nos intervenants de la Commission.
Merci Nathalie. De petites informations pour le déroulé de cette journée. Vous aviez bien sûr reçu et consulté le programme. Et voilà, pour rappel, donc on va commencer dans un instant avec la simplification dans Horizon Europe. Le premier sujet, comment gérer votre subvention ensuite. Puis nous aurons droit de déjeuner tous ensemble. Et puis nous continuerons ensuite avec les contrôles ex post. Nous parlerons des résultats de recherche et de leur mise sur le marché et du Funding and Tender Portal en fin de journée. Voilà. Je laisse du coup la parole à Claire. Voilà. Je ne sais pas si tu étais là, donc Nathalie a présenté nos intervenants. Voilà. Mais... Merci Claire. Et donc, comme annoncé dans le programme, nous allons maintenant ouvrir notre première séquence thématique sur la simplification. On a le plaisir d'accueillir Stéphane Ndong. Il abordera les évolutions des programmes de travail 2026-2027, les nouveautés autour du financement en somme forfaitaire, les lump sum, ainsi que la préparation des revues techniques ex post. Donc Stéphane interviendra également cet après-midi. Stéphane, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire ma présentation d'ici. Donc effectivement, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus et d'avoir bravé les chaleurs excessives pour arriver jusqu'ici pour ceux qui ne sont pas de la région parisienne. Donc à l'agenda aujourd'hui, 3 points. La simplification elle-même, les éléments qu'on essaye de mettre en œuvre et les évolutions, quelques évolutions du Work Programme 2026-2027, qui sera le dernier, évidemment, de cette programmation multiannuelle. Un point aussi sur l'utilisation de l'IA dans les propositions et dans les évaluations. Je pense que ce sont des questions que vous vous posez tous. Jusqu'où vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que la Commission attend. Donc j'essaierai de donner un peu de clarté sur ce point-là. Et puis une partie un peu plus importante sur tout ce qui est lump sum. Alors j'étais vraiment ravi que votre collègue dise lump sum parce que je me demandais comment j'allais traduire ça. Et je vais peut-être en profiter pour vous passer un petit message un petit warning, aïe aïe aïe, ça commence. Donc je suis français, mais ça fait 20 ans que je travaille en anglais, et notamment sur ces sujets-là. Donc il y a un certain nombre de termes techniques que je ne vais pas réussir à traduire à la volée. Donc excusez-moi par avance, j'espère que ça ne vous perturbera pas trop, mais ce sera un mix un peu sur la terminologie entre le français et l'anglais. Voilà. Let's go. Donc, comme vous le savez, la simplification, c'est un des éléments clés dans la manière dont on essaye de faire évoluer nos programmes pour la Commission en général, pour la DG Recherche et Innovation en particulier, et aussi pour notre commissaire. Si vous avez vu un peu certaines de ses interventions, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre programme soit plus facile à aborder, et notamment par ceux qui n'en sont pas les experts. On y reviendra un petit peu plus tard. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ici sont des experts du programme cadre, mais on veut aussi attirer dans le programme cadre des entités, des PME qui ne sont pas forcément des experts de nos systèmes, de nos règles. Et donc, comment est-ce qu'on essaye d'avancer un peu par rapport à ça, à travers les aspects légaux, Martha est vraiment l'experte sur ces sujets-là, aussi à travers la manière dont on présente l'information, à travers le Funding and Tender Portal, à travers un certain nombre d'initiatives. Donc, on essaye vraiment, maintenant, dans cette dernière partie du programme Horizon Europe, qui va se terminer donc en 2027, de mettre à l'œuvre et d'essayer un certain nombre d'initiatives. Ah, oui, pardon, effectivement. Voilà. Oui, merci. De mettre à l'œuvre et d'essayer un certain nombre d'initiatives pour voir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et pour être prêt au lancement du prochain MFF à industrialiser, si je peux le dire comme ça, un certain nombre d'éléments qu'on aura pu tester dans cette partie, dans cette fin de programme,
et qui auront donné satisfaction de notre côté et de votre côté. Donc c'est c'est une phase assez importante pour nous pour pouvoir attaquer la prochaine période de financement le mieux possible et le plus efficacement possible. Donc, de quoi est-ce que je vais parler dans cette partie-là? Des propositions plus courtes, un peu plus courtes, et quelques simplifications dans les propositions. Un accès, essayer de rendre plus rapide le processus de sélection. On explore un certain nombre d'approches, comme la randomisation ou les distributed peer review. J'irai peut-être pas beaucoup plus loin sur ces sujets, mais on essaye de voir comment on peut mettre ça en œuvre. C'est vraiment à un niveau exploratoire pour le moment. On essaye aussi de réduire les demandes concernant le reporting. On a essayé d'être à l'écoute, de comprendre quels sont les points où vous nous avez dit ça, on a vraiment du mal à le faire. On est souvent contraint ou amené en tout cas à utiliser une consultance externe parce qu'on ne sait pas vraiment comment répondre aux questions que vous posez. Donc on a essayé de simplifier certains éléments et j'espère que ça permettra d'être un peu plus à l'aise par rapport à certaines des questions qu'on pose au niveau des propositions et au niveau du reporting. Et puis toute la partie qu'on appelle client centricity, donc essayer de comprendre ce que vraiment chaque catégorie d'utilisateurs qu'on a veut trouver dans nos outils, cherche comme information, et essayer vraiment de faire en sorte que pour chacun de ces groupes, disons, l'information soit un peu plus facile à accéder et non plus trop structurée uniquement selon la pensée de la Commission et la manière dont les choses sont structurées de notre côté. Mais on en reparlera aussi dans la dernière session ce soir, qui sera, enfin cet après-midi, qui sera dédiée au Funding and Tender Portal et à ses évolutions les plus récentes et à l'app My Funding and Me que peut-être certains d'entre vous ont déjà téléchargé. Donc les nouveautés pour le programme 2026-2027, on a vraiment essayé d'en réduire la taille. Je ne me rappelle pas, je crois qu'il fait 2000 pages, ou il faisait 2000 pages. C'est vraiment beaucoup. Bon, évidemment, il y a énormément de calls, énormément de topics. Donc, c'est beaucoup. Je crois que notre commissaire nous a demandé de le diviser par 2. Je pense qu'on n'a pas réussi à le diviser par 2, mais je pense qu'on a réussi à en enlever un tiers quand même, en faisant vraiment un effort de synthèse et en essayant vraiment d'être beaucoup plus compact dans la description des topics. Donc, ce n'est pas un miracle absolu, mais je pense que déjà, des topics un peu plus concis, un peu moins de topics, ça permet déjà d'avoir quelque chose qui est un peu plus accessible et on essaiera de continuer à évoluer dans cette direction. Vous noterez aussi dans le programme 2026-2027 l'apparition d'un nouveau groupe de calls, Horizontal Activities, pour des calls qui sont en fait transversaux, particulièrement dans le deuxième pilier, à plusieurs clusters. Je n'ai pas le mot pour cluster en français, mais à plusieurs clusters. Et donc qui vous permettent d'appréhender ces éléments horizontaux un petit peu plus facilement. Également présent, nouveauté dans le Work Programme 2026-2027, Choose Europe for Science, qui a pour objectif d'améliorer les relations long terme que l'on peut avoir avec les étudiants et les jeunes chercheurs et la stabilité des carrières des étudiants. On encourage la collaboration internationale, comme toujours depuis Horizon Europe et depuis Horizon 2020, mais on le fait aussi en essayant d'être de plus en plus conscient des enjeux stratégiques auxquels on est confronté. Donc vous verrez notamment un certain nombre de topics liés à la 5G, à la 6G, liés à tout ce qui est matériel de communication sur lesquels portent des restrictions. Bon, vous avez tous entendu, vous savez tous de quoi il s'agit. Regardez attentivement ces aspects-là. Mais on essaye vraiment toujours de concilier cet aspect ouverture internationale et en même temps une certaine prudence par rapport aux intervenants et aux États avec lesquels on travaille. Ok. Alors, un point relativement technique sur lequel je vais passer maintenant. Oui, pardon. Ouais.
là, je suis désolé, j'oublie. Merci. Donc un point relativement technique lié à la mise à jour des critères concernant les Research and Innovation Action, Collaborative and Support Action et Co-Fund. Donc vous avez ce critère 2 à l'évaluation concernant l'impact, en anglais the likely scale and significance of the contributions of the project. C'est vraiment le cas typique où beaucoup d'entre nous nous ont dit je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que vous attendez ici. Les évaluateurs de notre côté nous disaient on n'est pas sûr vraiment de comprendre exactement comment on doit évaluer ce point. Donc on a essayé d'amener ici quelques simplifications. Et donc on a mis à jour ce critère qui maintenant peut se lire de la manière suivante. Credibility of the pathways to achieve expected outcome and impact, as specified in the work program, and the suitability and quality of the measures to maximize expected outcome and impact, as set out in your dissemination and exploitation plan. Donc, c'est vraiment, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus lisible. Toute la partie excellence et toute la partie implementation criteria ne changent pas à cette occasion. Dans la forme B, oui. Dans la partie B de l'application, certains changements aussi dans la section 2.1. On a essayé de simplifier ici aussi en enlevant la référence à la demande to explain the general scientific, economic and general scientific, economic and societal expected impacts, parce qu'ils sont déjà décrits dans le topic lui-même. Et donc, on vous demande maintenant, dans le Project Pathway Towards Impact, on a simplifié ça, et on vous demande seulement une indication de la scale and significance, je le lis en anglais, parce que ce sont les termes officiels, of the project contribution qui a été enlevé, et on demande seulement de fournir des estimations quantifiées quand cela est possible et quand cela fait du sens. Donc là aussi, on a essayé de simplifier un petit peu cette partie. J'en finis avec les simplifications. Toujours sur la part B, sur la partie implémentation. La table 3.1H, je ne sais pas si certains d'entre vous voient de quoi je parle, Purchase Costs a été simplifié et ne couvre plus maintenant que les coûts d'équipement, et la table 3.1i, Other Cost Category, et 3.1j, In-Kind Contribution, a été retirée de la proposition. Elle n'est maintenant plus demandée que lors du Grand Preparation, si vous passez évidemment l'étape de l'évaluation. Donc, seuls ceux qui seront financés auront à répondre à ces questions. Et évidemment, pour la table 3.1J, 3.1i, ce n'est pas valable si vous êtes en lump sum, puisque si vous êtes en lump sum, ces informations sont déjà dans la partie budget détaillé. Ah, excusez-moi, tu peux me passer les slides, s'il te plaît? Je suis désolé. Oui, absolument. Bien sûr, on les mettra en ligne sur la page de l'événement. Alors, merci. Je pense qu'il faut encore... Ouais. Donc, c'était dans les slides. Hein. Et c'est plus clair ce sera plus clair quand vous verrez les slides. Martha va passer les slides parce que sinon je vais oublier à chaque fois. Merci beaucoup. Donc, réduction de la taille des propositions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme on a un certain nombre d'éléments qui ont été simplifiés, on a décidé de réduire de 5 pages toutes les propositions. Vous avez ici le détail, je ne vais pas le lire, vous l'avez sur le slide. Et cette fois-ci, c'est le bon slide qui est affiché. Ce qui est important, c'est de garder en tête que c'est uniquement valable à partir du Work Programme 2026-2027. Donc faites attention, si vous avez des calls et des topics qui datent du Work Programme 2025 et qui sont encore en cours, ce n'est pas d'application. De manière générale, utilisez le template pour les soumissions tel qu'il est décrit pour votre topic spécifique. Alors, les two-stage calls, vous avez peut-être remarqué qu'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si vous êtes des fans des two-stage calls ou si vous n'aimez pas trop les two-stage calls. On a un public qui est relativement partagé sur cette question.
Mais en tout cas, l'un des défauts principaux des two-stage calls, c'est la longueur entre le temps qui s'écoule entre le moment où on publie la première partie et le moment où le grant est finalement signé. Pour le moment, le standard, c'est 17 mois. C'est ce que vous voyez dans la partie supérieure du slide. 17 mois pour certains types de projets, c'est OK. Pour d'autres types de projets, c'est considéré comme trop long. Et donc, on essaye en ce moment de raccourcir ce temps et de passer à 14 mois en tout pour les two-stage calls, en vous demandant à vous un effort sur la soumission de la première application et puis de la deuxième application pour ceux qui ont passé la première phase d'évaluation, et en faisant de notre côté un effort sur l'évaluation de la première phase. Donc on a un certain nombre de topics qui sont en pilote par rapport à ces two-stage calls pour voir un petit peu si on arrive à tenir cette cadence et si ça ne pose pas trop de problèmes. Dès que l'exercice sera terminé, on va voir un petit peu ce qu'on peut conclure, si ça s'est bien passé, s'il y a des points sur lesquels on peut aller encore plus loin, et si on peut effectivement tenir cette cadence-là qui permettra d'avoir sur les two-stage calls quelque chose d'un peu plus compact pour des choses qui ont besoin d'avancer quand même à une certaine vitesse. Donc, je passe maintenant à tout ce qui est intelligence artificielle dans les propositions et dans l'évaluation dans Horizon Europe, en commençant d'abord par la partie proposition. Je pense que vraiment le plus important ici, mais je ne vais rien dire de surprenant, je suppose, c'est qu'on veut vraiment que cette proposition soit votre proposition, et pas la proposition d'un agent IA aussi apparemment futé puisse-t-il être. Donc on veut que ce soit des propositions qui soient portées par des gens. Et je voudrais citer ici une anecdote. Je ne crois pas que c'était un projet Horizon Europe, mais on a c'est une personne qui a soumis une proposition de recherche, qui est venue la défendre devant un panel. Et le panel lui a posé des questions sur certains points précis qui étaient dans sa proposition, et la personne qui était devant nous a été surprise de ces points, ne savait pas trop quoi dire, parce que c'était pas vraiment elle qui avait écrit cette partie de la proposition. Je ne sais pas si c'était son voisin, je ne sais pas si c'était Paul ou Claude ou je ne sais quel IA, mais ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. On veut vraiment que la proposition soit la vôtre, et je pense que dans le futur, on est en train de discuter, ne le prenez pas comme une information claire et nette, mais parce que ce sont des choses qui sont toujours en discussion, mais probablement pour cette raison-là, la partie interview devant un panel va être renforcée à l'avenir pour qu'on ait vraiment cet échange avec un chercheur, une SME, un industriel qui porte un projet, sachant maintenant que les choses à l'écrit peuvent être un petit peu plus floues à analyser. Évidemment, je ne peux que vous engager, si vous utilisez des outils d'intelligence artificielle, à faire très attention à tout ce qui est droit d'auteur et plagiarisme. Quand l'IA vous suggère des choses, elle les a pris quelque part, donc vous devez faire très attention à ça. Mais je dois aussi préciser que rien ne vous empêche d'utiliser des outils d'IA. On est très clair là-dessus, il n'y a pas d'interdiction. À partir du moment où c'est votre proposition, à partir du moment où vous avez fait attention à tout le contexte légal et en particulier aux droits d'auteur, et à partir du moment où vous répondez honnêtement aux questions qui seront de plus en plus posées, est-ce que vous avez utilisé de l'IA et pour faire quoi dans votre proposition et à quelle étape de sa construction, qui sont des questions auxquelles vous serez de plus en plus confrontés, il n'y a pas de problème et il n'y a aucune raison que cela ait un impact négatif dans l'évaluation de votre proposition. Donc, l'IA, oui, dans les propositions, en résumé, mais de manière évidemment intelligente et de manière ouverte et honnête. Et je pense qu'à partir de là, on n'a pas de souci. C'est évidemment un sujet qui évolue très vite et sur lequel on devra revenir vers vous et auquel on est en train de penser pour la préparation du prochain MFF. Pour l'évaluation aussi, la question de l'IA se pose. On ne voudrait pas se retrouver tout de suite, en tout cas, devant des propositions faites par des machines et évaluées par des machines. Donc, on est très attentif à ça aussi. Là aussi, l'IA n'est pas
interdite pour les évaluateurs, mais les contraintes sont beaucoup plus restrictives parce qu'évidemment, il y a toute une question de sensibilité des informations, qu'elles soient de nature personnelle ou que ce soit la sensibilité des informations elles-mêmes, des idées qui sont dans les propositions. Le Code of Conduct et toute la partie coaching et guidance qu'on met à disposition des experts est très clair là-dessus. C'est leur responsabilité de faire en sorte que les propositions qu'ils évaluent ne finissent pas dans des LLM publics ou ne finissent pas mises à disposition dans des domaines dans lesquels elles ne doivent pas l'être. Donc ça, c'est vraiment très important. Ils peuvent quand même utiliser l'IA, les évaluateurs, ou vous pouvez quand même, si certains d'entre vous sont des évaluateurs, utiliser l'IA, mais uniquement pour certains aspects connexes, mais certainement pas en poussant tout ou partie du texte dans une IA pour voir un peu quelles références peuvent en sortir. Ouais. Donc, vous trouvez ici un certain nombre de ressources qui vous permettent d'avoir de l'information sur ce que vous pouvez utiliser, d'avoir tout le contexte qui vous permet de retrouver toute la guidance sur ces aspects-là, autant pour les propositions et pour les évaluateurs. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y trouve. Alors, lump sum. Est-ce que je peux vous demander à main levée comme ça, qui a déjà une expérience pratique de l'utilisation des lump sum ici? Ok. Et est-ce que je peux vous demander qui est allergique au lump sum parmi ceux qui ont une expérience pratique? Ok, c'est pas mal. Je pense qu'on est dans... Vous couvrez les statistiques que je vais vous montrer dans quelques slides. On est alignés, c'est déjà une bonne chose. Alors, les lump sum, pourquoi? Ben, vous le savez, ça fait très longtemps qu'on utilise dans nos programmes cadres les coûts réels. Et on a reçu pendant 20 ans, ou en tout cas ça fait au moins 20 ans que j'entends ça, des critiques sur les coûts réels, sur la complexité des règles, mais aussi sur ce que les auditeurs trouvent ou ne trouvent pas, et sur leurs difficultés de mise en place. Donc ça fait très longtemps qu'on a ce problème-là, et je voudrais insister sur le graphe que vous voyez à l'écran. Vous voyez ici, pour Horizon 2020, la distribution du nombre de grants selon le nombre de grants, la distribution du nombre d'entités, selon le nombre de grants qu'ils ont eu dans Horizon 2020. Donc vous voyez ici pratiquement 20 000 grants, 20 000 entités qui ont eu un seul grant, et à l'autre bout du spectre, une centaine d'entités qui ont eu plus de 100 grants. Il faut savoir, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense que les big players ont un taux d'erreur dans les coûts réels qui est 5 fois inférieur à ceux qui n'ont qu'un seul grant. Et certains big players qui sont encore plus doués que les autres, ou je dirais encore plus professionnels que les autres dans la gestion des coûts réels, dont un très connu en France qui est le premier participant à nos programmes cadres et dont j'imagine certaines personnes sont ici, CNRS pour ne pas le nommer, a un taux d'erreur 10 fois inférieur à celui d'un one-time player dans le programme. Donc, évidemment, notre objectif, c'est de trouver une solution, c'est de trouver une solution qui puisse satisfaire différents types de populations. Et je peux comprendre, effectivement, que pour des gens qui ont travaillé en coût réel pendant 10 ans, pendant 20 ans, qui maîtrisent parfaitement la situation, qui ont toute la guidance en interne, les structures, les logiciels, passer à un autre modèle, c'est peut-être pas le choix le plus évident, mais en tout cas, les expériences qu'on a eues sur ce sujet nous ont montré que ça pouvait être profitable. Pardon. Donc, les lump sum, comment je suis sûr que certains d'entre vous connaissent le Consortium Agreement d'ESCA. Et je pense que quelque chose de vraiment intéressant, c'est que si vous jetez un coup d'œil à ce modèle de Consortium Agreement, il existe maintenant 2 versions, une version Actual Cost et une version Lump Sum. Et si vous regardez la version Actual Cost, il n'y a pas dans le Consortium Agreement une seule référence au travail qui doit être fait.
On ne parle vraiment dans ce modèle quasiment que de vos coûts, de ce qui est éligible, de ce qui ne l'est pas, des dépréciations, etc., etc. Alors que si vous regardez la version pour lump sum, vous verrez que elle se focalise évidemment beaucoup plus sur le travail qui doit être fait, comment on peut montrer qu'il a été fait, etc., etc. Et dans une certaine mesure, je dirais que c'est peut-être ce que l'on veut au final, hein, mettre un peu plus l'accent sur le travail qui est proposé, les tâches qui sont proposées, et un petit peu moins sur toute la mécanique de coût qui est derrière. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur le fait que les obligations sont exactement les mêmes, à part évidemment sur cet aspect vraiment spécifique de la gestion des coûts, mais les obligations sont exactement les mêmes, que vous ayez un projet lump sum ou actual cost. On a souvent des gens qui viennent nous voir en nous disant oui, mais moi, maintenant, dans lump sum, il faut que je fasse attention à ceci et cela, alors que c'était déjà le cas dans les contrats actual cost, hein. Donc, vous le voyez ici sur le slide, ce sont les mêmes formes pour la partie application, c'est la même procédure pour la partie grant, pour la préparation du grant. Il y a évidemment une spécificité concernant le budget. Ce sont les mêmes processus pour les amendements, pour les déviations, et ce sont les mêmes templates de reporting. Donc vraiment, on a essayé de minimiser le nombre de changements. Il n'y a plus de coût réel. Donc le remboursement est simplifié. Si le work package est complété, si vous le déclarez complété, s'il est accepté comme complété, il est payé comme prévu, point. Il n'y a pas... donc il y a évidemment une table budgétaire détaillée qui doit être présente dès la proposition, et ça c'est la partie qui est plus lourde évidemment dans les lump sum, et qui est vérifiée. Il y a une due diligence qui est faite durant la partie évaluation, où éventuellement on peut revenir vers vous en disant sur ce work package-là, vous avez déclaré ces coûts, mais on pense que c'est trop, ou vous n'avez pas utilisé la bonne règle pour évaluer vos coûts. Donc il peut y avoir ici un certain nombre de retours qui sont faits de notre côté au niveau d'évaluation avec des diminutions. On va rentrer dans le détail de ça. Il n'y a pas de reporting des costs et des ressources utilisées, il n'y a pas d'audit financier. Et le paiement, comme je disais, se fait sur les work packages qui sont faits. OK, donc ici vous avez quelques statistiques. Vous pouvez voir que sur Horizon 2020, on a reçu environ 1400 propositions en lump sum, sur la base desquelles on a signé plus ou moins 500 grants. Et vous pouvez voir ici le pourcentage de paiement au paiement final qui est stable aux alentours de 98%. Je pense que vraiment c'est un des messages clés ici. La crainte que, oui, mais on va me dire que mon work package n'est pas complet, il y aura un pourcentage, il y aura des retenues, c'est une crainte qui n'est pas fondée. On a dans la pratique, et je vais revenir avec un peu plus de détails là-dessus, un taux de paiement qui est très élevé. Toujours sur les chiffres aussi, pour Horizon Europe, on en est quand même à 28 000 propositions reçues, donc ça commence quand même à être une partie tout à fait significative de l'ensemble des subventions qu'on donne. Près de 3 000 grants qui ont été signés et près de 800 qui sont complétés à ce moment. Donc c'est quand même déjà pas mal. Évidemment, ça grossit beaucoup depuis le début en 2021. Et pour le Work Programme 2026-2027, ça devrait représenter environ 50% des topics, environ 50% de ce que l'on attend. Et pour répondre à la question qui m'était posée tout à l'heure par votre collègue, pour la prochaine période pluriannuelle, donc pour le prochain programme cadre, on souhaite que ce soit l'option par défaut, en gardant ouverte la possibilité d'utiliser les coûts réels pour des projets qui le justifient à cause de leur structure ou pour des raisons qui sont encore à discuter. Mais tout ce que je pourrais dire ici sur le prochain programme cadre, bien entendu, n'engage même pas moi, parce que ce sont des choses qui sont en négociation avec les États membres, donc rien n'est figé au moment, donc je vous dis ça pour information, parce que c'est la proposition courante de la Commission.
Quelques statistiques, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous pouvez aller y jeter un coup d'œil par vous-même. On verra ça dans la dernière séance ce soir, mais vous pouvez aller dans le Funding and Tender Portal. Vous avez la partie dashboard sur Horizon Europe, dans lesquelles vous pouvez aussi regarder quelles sont les grandes qui sont lump sum ou qui ne le sont pas, dans quel domaine ils sont, pour quel montant. Ça peut vous donner un peu une idée de la manière dont les choses évoluent. Alors, les coupes... J'imagine que vos appréhensions sont surtout au niveau des coupes et au niveau des questions de préfinancement. Donc on va jeter un coup d'œil au niveau des coupes et des coupes qui sont faites ici au niveau de l'évaluation. Donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau de l'évaluation, on peut revenir vers vous en disant il y a des erreurs dans la manière dont votre tableau budgétaire sont faits ou des évaluations qu'on pense trop élevées. Et donc revenir avec des coupes. On a fait une analyse sur 1212 projets qui ont conduit à une subvention. Et sur 19% d'entre eux, il y a eu effectivement des propositions de coupes au niveau de l'évaluation. Donc environ 1 sur 5, des coupes qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Mais si on regarde dans la moyenne, on est à 2,5% de coupe pour ceux pour lesquels une proposition de coupe est faite, 0,5% sur l'ensemble des 1200 propositions qu'on a analysées. Donc c'est quelque chose qui est relativement rare, 1 sur 5. Quand c'est là, c'est relativement marginal en moyenne. Il y a quelques outliers, quelques exceptions évidemment. Et sur l'ensemble, c'est quelque chose qui est vraiment relativement marginal. On a regardé les raisons dans le détail pour une vingtaine de propositions. Et on voit une grande partie liée encore à des problématiques de coûts personnels, certains liés à des coûts d'achat, d'autres coûts, les coûts indirects, c'est plus rare. Certains cas aussi liés à des demandes d'additional funding qui ne nous ont pas paru justifiées, à des changements dans le consortium ou à des erreurs dans le funding rate. Mais globalement, je pense qu'on peut voir qu'avec 4 propositions sur 5 qui passent telles quelles, et les autres qui ont une réduction en moyenne de 2,5%, c'est quelque chose qui semble bien compris et bien sous contrôle de votre côté et de notre côté. Au niveau des paiements aussi, évidemment, il peut y avoir des cuts. Donc, je vous rappelle le principe d'ensemble. À la fin de chaque période, vous indiquez quels sont les work packages qui sont terminés. Tout work package qui n'est pas terminé, quel que soit le plan d'origine, vous le gardez pour la période suivante. Et c'est seulement une fois que le work package est déclaré terminé que le paiement va être exécuté. Donc on a regardé aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des final payments. Donc quand on arrive vraiment à la fin du projet et que tous les work packages sont soit terminés, complétés, soit terminé partiellement complété. Vous pouvez aussi déclarer que pour un work package, finalement, vous n'en avez fait que 70% parce que voilà, les choses se sont passées comme ci et comme ça. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi déclarer que finalement, contrairement à votre proposition initiale, au lieu de faire ceci, vous avez fait cela. Et vous avez là le choix de simplement le déclarer dans votre reporting ou de demander un amendement. C'est une liberté qui vous appartient. Si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez demander un amendement. Donc si on regarde les chiffres ici, 1319 grants qu'on a regardé dans le détail, 96% ont été payés à 100%. Donc vous avez déclaré avoir tout fait. Si ce n'est comme c'était prévu, mais du moins en expliquant les déviations s'il devait y en avoir. Et 98% ont été payés tels que déclarés. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, c'est vous-même qui avez dit, ici, sur cette partie-là, je n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, donc j'en ai fait que 70% ou que 90%. Donc 98% ont été payés tels que déclarés. Et donc il y a 2% de rejet de notre côté au niveau du paiement final, pour un montant global de 98,2%. Alors, évidemment, la première chose qu'on peut conclure avec ces chiffres-là, c'est qu'on est dans des chiffres qui sont très proches de ceux qu'on a avec les coûts réels. Donc, il n'y a pas non plus un risque spécifique en termes financiers à l'utilisation des lump sum par rapport aux coûts réels. On a ici aussi fait l'analyse des cas qui ont amené quelques contentieux, donc on a payé moins que ce que vous réclamiez. Et sur 24 cas, on n'a que 24 cas en tout pour le moment sous la main. On a un cas particulier avec Shift2Rail
une joint undertaking qui représente la moitié des cas, 13 cas en tout sur un problème particulier. On a des déviations par rapport à la description du travail, travail incomplet, éléments concernant la dissémination et l'exploitation qui n'ont pas été faits comme prévu, qui représentent, disons, l'autre moitié. Le reste est relativement marginal. Donc on peut même espérer que ce chiffre va progresser encore à l'avenir. Alors, où est-ce qu'on en est avec l'implémentation des lump sum? Donc, vous avez, pour tous ceux parmi vous qui ont l'expérience jusque-là, j'imagine pour la plupart, utilisé le fichier Excel. On connaît tous les mérites et aussi les limites d'Excel. Donc, nos collègues sont en train d'implémenter un système qui vous permet de déclarer votre budget en ligne. Il est testé actuellement en pilote sur un certain nombre de calls du cluster 5. Donc peut-être certains d'entre vous ont une première expérience. Si vous voulez après ou pendant la pause, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et le rollout va se faire graduellement, le déploiement va se faire graduellement pendant l'année 2026. Regardez bien votre call ou votre topic particulier, parce que c'est soit le fichier Excel, soit l'outil online, c'est jamais les deux, hein, donc soyez attentifs pour savoir ce que vous devez utiliser. On essaye aussi d'améliorer au fur et à mesure tout ce qui est guidance et support. Vous avez un certain nombre de trainings, vous avez de la guidance en ligne, des documents qui vous aident à comprendre comment faire une proposition lump sum, comment faire votre reporting et justifier, puisque c'est un élément important du travail qui a été fait, et aussi sur la partie ex post. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est très instructif, et on organise régulièrement des sessions d'information en ligne où vous pouvez participer, poser vos questions, et où nos experts sont là pour vous aider à comprendre les points qui pourraient rester un peu en suspens de votre côté. Ici, vous avez quelques écrans du fameux système en ligne. Là, c'est l'écran où vous pouvez rentrer les informations pour chaque work package et pour chaque participant au projet. Ici, un autre écran, vous avez des premiers niveaux d'agrégation et de synthèse qui vous sont proposés. Comme ça, vous pouvez voir un peu par work package d'un côté et par participant de l'autre comment les choses s'agrègent en termes de coûts et en termes de personnel engagé. Vous avez toutes ces informations qui sont disponibles ici. Ex post review maintenant, et dernière partie pour ma part ce matin. Donc toujours dans le contexte des lump sum. Donc évidemment, si vous avez un projet qui s'est déroulé en lump sum, vous n'aurez pas de review sur la manière dont les coûts ont été reportés, puisque ce n'est plus le point de focus. Mais le point de focus, c'est est-ce que les work packages ont été effectivement terminés comme vous l'avez déclaré et comme ils étaient structurés. Donc c'est comme sur une revue de projet normale, hein. Vous avez des experts qui sont assignés et qui vont faire ce travail d'évaluation technique. Elle est lancée après le paiement et elle se focalise sur un seul participant, comme les ex post financial audits, hein. Donc le reviewee, donc celui qui est sujet à cette revue, doit soumettre un certain nombre de documents qui justifient que le travail a effectivement été fait, documents qui, soit dit en passant, vous devez avoir, et vous deviez déjà avoir, même si votre projet est un projet en cours réel. Et la principale question qui va se poser dans le contexte de cette revue, c'est est-ce que le travail a bien été fait en ligne avec ce que vous aviez déclaré dans le Grant Agreement et avec ce que vous avez décrit dans votre reporting. Donc si, parce qu'évidemment, il y a une flexibilité qui existe. Si vous aviez dit, je vais, je ne sais pas moi, acheter tel matériel parce que j'en ai besoin pour mes expériences, finalement, et vous n'avez pas pu, vous l'avez eu en test, c'est un exemple réel, mais ça n'a pas convaincu. À la place, vous avez utilisé d'autres systèmes pour faire vos expériences, et donc un petit peu plus de main-d'œuvre parce que ces systèmes-là fonctionnent un peu différemment. Vous l'avez décrit dans votre project reporting. Ça a été validé lors de la revue, en principe, à la condition évidemment que vous puissiez justifier de tout cela. Il ne devrait pas y avoir de souci.
Il peut y avoir des interviews si besoin, il peut y avoir des visites sur site si besoin est. Et pour chaque work package concerné, les reviewers vont établir un degré jusqu'à quel point un pourcentage de complétion. Et si ce pourcentage est inférieur à celui qui avait été déclaré et accepté dans le grant, évidemment, il y aura un recovery. Donc, on vous demandera de rendre l'argent à ce niveau-là. Alors, quels sont les premiers résultats? Évidemment, les ex-post technical review viennent tout à la fin du cycle, donc on a encore un peu moins d'expérience sur cette partie ex-post review que ce qu'on peut en avoir sur la partie proposition et sur la manière dont le grant, la subvention elle-même se déroule. Sur Horizon 2020, on avait un petit sample, un petit... échantillon, merci. C'est parent. Donc on avait un petit échantillon et c'est fait. Sur l'échantillon représentatif de 2024, on a fini aussi. Et on a un seul finding qui mériterait à lui seul 1 heure de discussion ici, mais on ne va pas l'avoir, mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'on n'a qu'un seul finding. Et dans l'échantillon représentatif pour 2026, c'est quelque chose qui est en cours. Donc quelles sont les conclusions qu'on peut tirer suite à ces premières vagues d'ex-post technical review? Les lump sum ont effectivement le potentiel, et c'était une des choses qu'on attendait de notre côté aussi, de réduire le taux d'erreur. Donc on a effectivement pour le moment un taux d'erreur qui est très faible. Bon, vous vous en doutez, vu la relative limitation sur le nombre de cas pour le moment, on ne peut pas encore tirer des conclusions, mais ça semble aller dans la bonne direction. Et on apprend de ces technical reviews sur des choses qui n'étaient peut-être pas 100% claires. On met à jour tous les éléments de guidance qu'on peut pour que ces éléments ne se reproduisent pas. Les revues se sont bien passées. On n'a pas eu de soucis avec les gens chez qui on a fait la revue. On n'a pas eu de problème pour identifier si le travail avait bien été fait, pour trouver les justifications. On n'a pas encore d'expérience, ou trop peu d'expérience, on doit le dire, à ce niveau-là, sur des gros projets. Donc ça va venir petit à petit, et probablement il y aura des leçons à tirer quand on va passer là-dessus. On a aussi collecté des suggestions pour améliorer tout l'environnement informatique et la manière dont les choses sont gérées. Donc, work in progress. On essaye vraiment de tirer au fur et à mesure les enseignements. Je pense qu'on essaye d'être honnête avec vous. C'est un process qui est nouveau, même si maintenant ça fait 5 ans quand même qu'on est en train de l'implémenter. Mais bon, les choses prennent du temps, donc on essaye d'apprendre de chacune des étapes pour améliorer l'ensemble de l'écosystème et avoir quelque chose qui soit de plus en plus fonctionnel. Je pense qu'après 20 ans de cours réels, on était toujours en train de vous passer des messages, comment éviter les erreurs les plus communes, comment faire ci, comment faire ça, et essayer d'améliorer notre système. Donc il nous faudra certainement encore un peu de temps pour les lump sum, mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne route. On vous a questionné pour savoir ce que vous pensiez des lump sum, comme je l'ai fait tout à l'heure, et on a des résultats en proportion, je dirais, assez similaires à ce qu'on a pu voir dans la salle. On a eu 3 vagues de sondages en 2021, en 2024 et en 2026. Vous pouvez voir qu'on a, sur le dernier, environ 78% des gens qui disent que oui, c'est un peu ou beaucoup une simplification, donc un bon 3/4, disons, et un quart qui soit sont neutres, soit sont un peu moins enthousiastes. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça tend à progresser. On tend à avoir un peu plus de gens qui sont plutôt convaincus que de gens qui sont réfractaires. Et je suis prêt à prendre le pari que dans 5 ans, les gens, si on leur dit votre projet fait partie des exceptions, il devra être géré en cours réel, ils viendront se plaindre. Donc je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Et je pense qu'un autre élément qui donne une information aussi très importante, parce que certains de ces sondages ont été faits sur la population globale des gens qui sont en contact avec nous, et pas seulement sur ceux qui ont des grants en lump sum. Et ce qu'on a pu constater, c'est que environ 50% de ceux qui n'ont pas pratiqué les lump sum sont favorables, plutôt favorables ou très favorables,
mais environ 72% de ceux qui ont pratiqué sont favorables. Donc il y a une appréhension, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui se rendent compte que, bon, ok, une fois passé le défi initial de construire ce budget, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Là aussi, vous avez des ressources. Il y en a beaucoup. Vous les avez dans les slides. N'hésitez pas à aller les consulter. N'hésitez pas à participer aux sessions. Je ne crois pas qu'on ait encore de sessions planifiées avant l'été, mais on en a eu plusieurs ces derniers mois et je pense qu'on en refera après l'été. Donc n'hésitez pas à participer à ces sessions en ligne. C'est très facile. Vous vous inscrivez et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est vraiment nos meilleurs experts qui sont là. Qui ont tous les cas en tête, qui ont discuté avec des centaines d'entre vous et qui peuvent vraiment vous aider si vous avez des cas particuliers. Peut-être aussi pour mentionner, en écho à la discussion que j'ai eue avec vous, il y a un certain nombre de points un peu plus délicats qu'on connaît. Parmi eux, je l'ai dit, les gros projets pour lesquels l'organisation en Work Package, la manière de les découper, reste un sujet encore un peu délicat. Les clinical trials, on nous a remonté un certain nombre de difficultés pour organiser ça, et notamment pour les découper. Vous faisiez référence tout à l'heure à la question de comment on découpe par rapport au pre-financing et à la capacité pour avoir suffisamment d'argent pour faire avancer le projet. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de sujets qui demandent encore de la réflexion, et on va essayer d'améliorer ces aspects-là. Sur ce dernier slide, je pense, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Donc, comme promis, on va passer à une session de questions-réponses. Avec les collègues, on va faire circuler les micros dans la salle. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est toujours la première la plus difficile. Et ensuite, on vous arrêtera plus. Ah, ben voilà. Quelqu'un de volontaire, merci. Bonjour, c'est Asha Vagrai de Institut Curie. Moi, je voulais savoir si la commission a prévu de faire, par exemple, un guide très pratique et vraiment très descriptif de comment est-ce que vous souhaitez que les entités calculent les purchase costs, parce que c'est souvent un peu négligé, mais quelle serait vraiment votre logique? Imaginons qu'on a une vingtaine de partenaires ou qu'on a, j'ai n'importe quoi, mais on a 15 allers-retours quelque part pour une conférence ou des autres publications. Comment vous voulez vraiment qu'on calcule nos frais de travel? Quelle doit être exactement notre logique? Parce que sur ça, malheureusement, on a, enfin, au moins, je parle pour moi-même, j'ai pas pu trouver vraiment une aide très concrète. Il y a souvent des webinaires qui expliquent exactement quelle est la logique de l'AMSUM, mais cas par cas, vraiment, si quelqu'un doit commencer dès le début, je vous avoue, ça peut être dur. Merci. Alors, si vous parlez de l'AMSUM, les principes, c'est qu'on ne contrôle plus le calcul des bénéficiaires. On va pas faire des audits financiers. On n'a pas comment dire, sur les contrats, sur les MGA, on n'a pas la compétence de faire ça. On va se focaliser seulement sur l'implémentation du projet. Et comme best practice, ce que je peux recommander, c'est un peu suivre l'internal practices que vous avez dans l'entreprise ou dans l'entité. Et aussi, il ne faut pas oublier que quand j'ai fait un peu de English French. Quand vous êtes en train de travailler sur la proposal, basiquement, le principe, c'est que vous faites le budget designation in accordance to the actual cost. So it's the same principle as when you were building the actual cost proposal, but during the evaluation procedure, it's not going to be checked in the same manner. In the evaluation, they're going to see, that you are not actually claiming more costs or, making an artificial distribution of those costs, including the purchase cost.
So you can take as a reference actual cost, the way it was made, and then afterwards, once the signature of the grant agreement is made, there's not going to be a financial control on that. But it doesn't mean that you don't need to keep all these accounting system practices in line with the national law. Peut-être aussi, je pense que dans un en coût réel, vous deviez aussi estimer le coût de vos déplacements. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réelle différence. Sur beaucoup de questions, en fait, la réponse est faites comme vous faisiez jusque-là. Hein, parce que si vous avez prévu 10 déplacements, pour une raison ou pour une autre, parce que c'est constitutif du projet que vous devez avoir et que vous avez prévu, je ne sais pas, un certain montant pour ces déplacements, à partir du moment où vous passez la due diligence dans l'évaluation, oui, effectivement, il faut se déplacer. Oui, effectivement, une dizaine de déplacements, ça devrait coûter environ ça. La seule chose dont vous devez justifier a posteriori, c'est qu'effectivement, vous avez fait ces déplacements. Parce que si vous ne les avez pas faits, effectivement, vous ne pouvez pas déclarer que les activités qui étaient prévues ont été faites. Mais une fois que vous avez passé la due diligence, il n'y a plus de questions. Hein. Bonjour, merci beaucoup. Nizar Larabi pour le CNRS. J'avais 2 questions. La première, c'est si on se projette sur le prochain programme cadre, la Commission souhaite que ce soit du lump sum par défaut, sauf exception. Dans quel cas on ne sera pas sur du lump sum? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est relative au contrôle. Les audits financiers de la Commission européenne, c'est du contrôle de niveau 2. Vous dites qu'il n'y aura pas d'audit financier sur les lump sum. En revanche, quid de la Cour des comptes européenne avec des contrôles de niveau 3? Merci. Je commence peut-être. Alors, oui, effectivement, la position courante de la Commission, qui, comme je le disais, est encore en cours de négociation, c'est le lump sum par défaut, ou en tout cas dans une majorité des cas. Je pense qu'on va apprendre les exceptions au fur et à mesure qu'on avance. On sait déjà que pour certains types de grants importants, avec beaucoup de bénéficiaires, encore qu'il y a peut-être une volonté de limiter le nombre de bénéficiaires pour le prochain programme cadre aussi. Je ne sais pas, ça fait aussi partie des discussions qui sont sur la table. Les choses peuvent devenir peut-être un peu compliquées. Donc je pense qu'on va, au fur et à mesure, évaluer un certain nombre de sujets sur lesquels on dit, bon, là, c'est peut-être pas le meilleur cas. Comme je le disais tout à l'heure, je pense aussi que quand ça va devenir marginal, vous allez perdre l'habitude et toutes les structures pour gérer les coûts réels et donc je pense que les choses glisseront ensuite. Hein. Donc je n'ai pas de réponse précise à savoir quel nombre de cas. Quant aux visites de la Cour des auditeurs, qui est quelque chose que nous ne contrôlons pas, comme vous vous en doutez, comme vous le savez, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que les recommandations de la Cour des auditeurs s'adressent en priorité à nous. Donc la Cour des auditeurs vient vous voir, elle a accès à tous les documents que vous avez normalement. Donc peut-être c'est un point, et là tu me contredis hein, si je dis une bêtise, mais nous ne vous demandons plus dans le cadre d'un projet lump sum de garder tout votre tracking d'utilisation des ressources et de gestion des coûts. Ce n'est pas notre demande. Évidemment, si ça fait partie de vos pratiques, vous allez quand même les garder. Et si vous les gardez, vous n'empêcherez pas un auditeur de la Cour des comptes de venir regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, eux peuvent y avoir accès. Ils vont nous faire à nous des recommandations en nous disant vous avez ici des choses qui ne sont pas bien comprises ou des bénéficiaires qui font ça alors que logiquement ils ne devraient pas, vous devez peut-être vous améliorer. Ça ne reviendra vers vous que dans des cas très particuliers. Je pense que pour le moment, il y a un seul cas qui a été défavorable à l'entité qui a été auditée par la Cour des auditeurs parce que cette entité a reconnu une erreur. En disant « Ah oui, c'est vrai, on a déclaré ce work package complété, il ne l'était pas. » Bon, alors effectivement, dans ce cas-là, il y a eu un retour de notre part et un recovery, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas... Donc, on n'a pas de guidance pour les visites de la Cour des auditeurs. On n'en a jamais eu et je pense que ce n'est pas la logique qu'on en ait. On n'en a pas non plus pour les visites de l'OLAF. Hein. Mais à partir du moment où vous êtes aligné avec la logique du projet des lump sum, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, je suis d'accord. Ok.
Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour toutes ces simplifications, parce que ça, dans la pratique, notamment dans la partie montage, vraiment, on voit des bénéfices. Alors, je pose une question qui est peut-être pour la prochaine intervention. Entre donc voilà, la Commission européenne et nous, les bénéficiaires ou coordinateurs, on a des agences exécutives. Et c'est plutôt peut-être dans les phases de grant preparation et aussi de l'implémentation du projet qu'on voit certaines complexifications, si je peux le dire, et donc on bénéficie pas toujours des mesures de simplification. Donc que ça soit des demandes de livrables additionnels, de beaucoup plus de détails sur les coûts, par tâche, par personne. En fait, ça peut varier en fonction de nos interlocuteurs. Donc ma question, à moins que vous allez répondre plus tard, mais c'est plutôt comment est-ce que l'implémentation de la simplification s'articule avec les agences? Comme tu veux. Vas-y, je t'en prie. Normalement, les agences, nous, dans notre département, dans le CIC, nous, en particulier mon unité, les CLSS, on est en contact direct avec les agences aussi pour des questions légales et financières, pour l'implémentation. Bien sûr, on ne rentre pas dans la décision du RAO, du chef d'unité qui signe le grant agreement, mais on lui donne une guidance générale sur notre régulation. Pour le deliverable, les questions techniques qu'ils peuvent vous poser, c'est dans le contrôle normal du projet, le constant monitoring. Normalement, le PO qui doit être un expert dans le projet, il va avoir des raisons pour contrôler un petit peu plus si, au cas où, ou avoir demander de l'information, au cas où il a des doutes dans l'implémentation du projet. Parce que le project implementation, c'est bien sûr l'obligation la plus forte de l'AMSAM. Et pour le contrôle financier, normalement, ça ne devrait pas être le cas, de vous demander plus de détails de financement. Mais bien sûr, vous pouvez nous adresser ça en particulier au RES par écrit, mais... Je dois dire, pour être tout à fait honnête, que la question est pertinente parce qu'on sait très bien qu'on a 2000 project officers répartis dans 4 ou 5 agences et s'assurer qu'ils implémentent tous les règles exactement de la même manière, c'est un challenge. Les agences exécutives sont impliquées dans la définition des mesures de simplification et c'est aussi dans leur intérêt parce qu'ils sont confrontés à de plus en plus de propositions et de plus en plus de projets. Donc c'est aussi dans leur intérêt d'aller vers la simplification. Mais oui, effectivement, je retiens votre point. Oui, je me permets d'ajouter, parce que Martha l'a mentionné, effectivement, je ne sais pas si vous avez bien tous en tête le Research Inquiry Service. De temps en temps, quand vous avez des saisines, ça arrive au PCN, quand on vous en parle, on vous pourra vous remettre le lien. C'est un moyen, effectivement, de contacter la commission et vous pouvez... un sujet de numéro 17, si je ne me trompe pas, si jamais vous avez des soucis avec votre project officer. Je ne le dis pas systématiquement, mais quand vraiment, voilà, nous, on estime qu'il y a un problème, on vous encourage à, effectivement, vous servir de ce formulaire et... S'il y a un problème particulier dans la gestion avec un project officer, ça peut être un moyen effectivement de le signaler et du coup de le résoudre. Voilà. Je fais la pub parce que c'est vrai que parfois les gens découvrent encore ce que c'est que cet outil, ce qu'on appelle le RES, avec un bon accent français. Parfait, merci Martha. Oui. Donc, bonjour. J'ai une question encore concernant le lancement. Comme le projet dure plusieurs années, on peut avoir les modifications dans les coûts. Quel conseil vous pouvez donner pour le montage de projet, pour le budget? Est-ce qu'on peut prévoir ce changement, par exemple l'augmentation des coûts personnels ou les autres coûts? Et comment on gère les modifications qui peuvent arriver lors du déroulement du projet? Alors, et ici aussi sous ton contrôle, je pense que si vous avez des raisons, tout est une question de justification, mais au moment de la définition de votre budget initial, si vous avez des raisons de penser que certains coûts vont évoluer,
Et si donc vous avez les justifications appropriées, vous pouvez tout à fait introduire ça dans le budget lui-même. Pour le reste, après, vous êtes confronté aux mêmes problèmes et aux mêmes incertitudes qu'avec des coûts actuels. Dans un projet en coût réel, des coûts réels. Dans un projet en coût réel, si vous définissez votre budget d'une certaine manière et qu'entre deux, Dieu seul sait quel problème géopolitique conduit à une inflation qui n'était pas anticipée, vous aurez des difficultés avec la subvention qui est disponible, et le même problème reste avec les lump sum. On sait qu'un projet ne se déroule pas toujours exactement comme il était prévu. Donc je pense que c'est important de comprendre que les lump sum n'oblitèrent pas votre flexibilité. Bien au contraire, vous pouvez tout à fait, dans une certaine mesure et dans les limites évidemment du grant, réorganiser, restructurer à petits grains ou à gros grains votre projet. Si c'est quelque chose d'important qui change la nature de l'organisation du projet, vous devez faire un amendement comme c'était le cas avant. Mais sinon, vous avez tout à fait la flexibilité, comme je le disais tout à l'heure, de faire un peu plus de ci, un peu plus de ça. Vous devez le décrire et le justifier quand vous faites le reporting du work package concerné. Et vous verrez à ce moment-là la réaction de votre project officer. Si vous dites oui, je comprends bien, vous avez fait plus de ça et moins de ça, et c'est équivalent, donc pour moi c'est OK. Ou si il doit y avoir un échange à ce moment-là, ou si vous devez devenir un peu plus formel. Mais je pense que c'est vraiment important de comprendre que la flexibilité existe dans les grandes lump sum comme elle existait dans les grandes en coût actuels. Je dirais même qu'elle est un peu plus élevée, puisque en particulier au sein d'un work package, vous pouvez gérer les choses. Un des points délicats, je dirais, avec les work packages, parce que vous parlez de comment est-ce qu'on structure une proposition et le budget au niveau de la proposition, c'est qu'évidemment, comme on paye work package fini uniquement, vous allez avoir tendance, et on voit cette tendance se matérialiser, à avoir plus de work package et à découper certaines choses que vous auriez peut-être laissées pendant 4 ans jusque-là, à les découper en 2 parties ou en 3 parties, parce que ça vous permet à la fin de la première partie de dire voilà, cette partie est finie maintenant, paiement, cette partie est finie maintenant, paiement. Sinon, vous ne serez payé qu'à la fin et vous risquez de rentrer en conflit avec le préfinancement et les fonds qui sont disponibles pour faire avancer votre projet. Donc ça, c'est peut-être un des points délicats sur lequel l'expérience nous permettra collectivement d'être de plus en plus efficace dans la manière dont on structure les budgets. Je comprends bien que pour certains sujets, c'est difficile de couper artificiellement des tâches et de dire celle-ci est finie quand j'ai fait ça, ça et ça. Mais c'est un peu la manière dont on peut jouer avec les work packages et leur définition, si on veut s'assurer d'une granularité dans la manière dont les paiements sont faits et d'avoir certains paiements qui sont faits un peu plus tôt. Here, I'm going to play a bit the legal. Yes, of course, there's flexibility for the amendments, like there is in actual cost grant, but the limit is that you never put into question the awarding decision. So you have a call conditions in the topic that you need to meet when you are creating your proposal that are going to be checked during the evaluation procedure, and these conditions should be continued to be met during the entire implementation of the project until the end. So, of course, you have certain flexibility into the changing of the design for the work packages on the proper justification, and without meaning that the limit could not be of such a magnitude that puts into question, why you were awarded in the proposal and the evaluation phase. Je pense que ça sera donné avant. Merci beaucoup. Je travaille pour les chambres d'agriculture, la Fédération nationale des chambres d'agriculture. On a participé principalement à des projets en coût réel jusqu'à présent. On est dans quelques projets au forfait là, actuellement. Et j'ai une petite inquiétude concernant la fin du projet. Sur les projets au coût réel, j'ai observé qu'à chaque fois, en fin de projet, il y avait quand même des écarts entre les budgets des partenaires et ce que les partenaires avaient réellement fait. Certains partenaires étaient en surconsommation, d'autres partenaires étaient en sous-consommation. Et le fait d'avoir un budget au réel, finalement, permettait d'objectiver le surplus de travail fait par certains et le moins de travail fait par d'autres, et finalement d'avoir un paiement très équitable en fin de projet. Du moment que l'enveloppe globale n'était pas dépassée, on arrivait à compenser
le temps de travail supplémentaire de certains et puis le fait que d'autres n'avaient pas pu s'engager autant que prévu initialement. Et ça donnait quand même une très belle flexibilité. Et je me demande comment, avec un peu d'inquiétude, comment ça va se passer à la fin d'un projet au forfait. Est-ce que vous avez des recommandations pour gérer ça? Pour moi, le principe, c'est le même que dans ta cours réel. Basiquement, la commission est responsable du paiement au coordinateur et la distribution interne des paiements, c'est la responsabilité du consortium. Alors, bien sûr, on est là parce que aussi notre contact point, c'est le coordinateur tout le temps. La recommandation qu'on peut faire, comme je vous avais dit avant, c'est de bien prendre ça en mesure dans le consortium agreement. Il y a de parties qui sont d'obligations non financières que je vais expliquer maintenant dans la présentation, comme c'est le ownership of resources par exemple, ou le travail interne, la distribution interne du travail du budget du consortium que vous devez couvrir. Il y a un template pour le consortium agreement aussi dans lequel il y a une partie de risk mitigation et de arbitration procedures. Pour le cas où vous ne pouvez pas résoudre un problème entre le consortium pas d'une façon amicale. Mais normalement, si vous réclamez le cost, je parle de l'actuel cost, ou si vous avez une distribution de budget dans l'ensemble per partenaire, ça n'empêche pas que la redistribution interne du consortium, ça soit différente à ce que vous avez réclamé vers nous. Et ça dépend de ce qui a fait quoi et comment. Je ne sais pas si j'ai expliqué un peu. Je pense que votre question est délicate parce qu'en fait, vous avez structuré en interne vos relations sur le même modèle que nos relations étaient structurées avec vous. Et aujourd'hui, la question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que vous voulez garder le même type de structure où finalement vous distribuez l'argent en fonction de où les efforts ont réellement été faits, ce qui n'est plus notre manière de discuter avec vous, ou est-ce que vous voulez adapter votre manière de distribuer les fonds sur le type de relation qu'on a avec vous? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, évidemment, mais je comprends que cette désynchronisation entre les deux vous oblige à reconsidérer votre manière de faire à l'intérieur des consortiums. Merci pour ces questions et pour les réponses.